le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Lyonnais-Dumoutier. Michel est ingénieur de formation. Après avoir exercé des responsabilités en entreprise, il est devenu docteur en sciences de gestion, puis enseignant-chercheur. En parallèle, son intérêt personnel pour l'astronomie l'a amené à réfléchir sur la vision et à découvrir le yoga des yeux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Michel. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Là, après effectivement toute cette première partie de l'émission, c'est vu avant, on s'apprête à regarder le monde avec optimisme et le regarder avec ses yeux vers l'extérieur, mais aussi regarder de manière intérieure ce monde pour qu'il nous apporte le meilleur. Voilà, c'est un peu l'idée. Je suis bien d'accord avec toi. Alors Michel, je vais te laisser te présenter parce que c'est vrai qu'habituellement c'est ce que je propose aux invités. Je dis à chaque fois vous êtes mieux placé que moi pour vous présenter. Donc je te laisse la parole. Qui es-tu Michel ? Alors ça c'est une question un peu compliquée. Comme toujours et comme beaucoup de gens, j'ai un profil un petit peu atypique. C'est-à-dire qu'en fait, ma passion c'est l'astronomie, on va dire ça. Donc, moi, je suis de formation ingénieur, j'ai fait de l'entreprise, etc. Mais avec cette astronomie, je regardais le soir dans le jardin de ma grand-mère, derrière mon télescope. Et quand on regarde derrière un télescope, derrière l'optique d'un télescope, on y regarde directement avec l'œil. Par contre, quand on veut se positionner dans le ciel, on va mettre ses lunettes, si on porte des lunettes. Donc, j'étais tout le temps en train d'aller entre ces lunettes que je mettais et ces lunettes que j'enlevais, ça m'ennuyait, surtout que j'étais ado à l'époque. Et je me suis dit, il faudra vraiment toujours que je trouve quelque chose pour éviter de porter des lunettes. Voilà. Et puis un jour, je suis tombé sur le centre Takovan qui m'a fait une formation de 2 ans pour m'expliquer ce que c'était que le yoga des yeux. Et là, j'ai compris que le yoga des yeux, c'était un ensemble de techniques, à la fois des exercices ludiques, des exercices de relaxation des yeux, mais également et surtout peut-être de yoga. Il y avait du yoga. Dans le yoga des yeux, il y a yoga, bien entendu. Et donc, j'ai fait une formation de professeur de yoga. L'Institut français du yoga, qui m'a permis d'enseigner le yoga. J'ai également appris le yoga nidra, on en reparlera peut-être, qui est une technique de relaxation profonde qui est ancrée d'une tradition multimillénaire, qui est l'ancêtre de la sophrologie, on va dire. Également l'ayurveda. Donc j'ai fait des formations un peu dans tous ces domaines-là pour un peu m'approprier moi-même toutes ces techniques. C'est ça que j'ai fait, tout en menant, entre-temps, j'ai quitté l'entreprise pour faire une thèse en sciences de gestion pour ensuite devenir professeur à l'université. Et donc, en parallèle, je menais ces 2 activités, à la fois de professeur de yoga des yeux et d'enseignant-chercheur à la fac. Voilà. C'est un peu ça mon parcours. Oui, puis ça t'a amené à écrire un livre que je vais montrer, là, le yoga des yeux. Oui, c'est exactement celui-là. Alors justement, mon idée toujours, c'est bien moi, j'ai appris beaucoup, à la fois de mes professeurs, j'ai appris beaucoup, surtout vraiment auprès de mes élèves, qui m'ont permis d'avoir un peu quelque part une expérience là-dedans. Et moi, mon but, c'est de transmettre à la fois aux gens en face de moi, mais qu'il reste quelque chose. C'est un peu idiot de passer des années de sa vie à essayer de comprendre, de méditer, de faire des choses pour que ça reste comme ça. Mon idée, et j'ai pas fait que ça que dans ce domaine-là d'ailleurs, donc c'est un peu presque pas une manie, mais enfin, j'en ai écrit quelques-uns de ces livres-là, dans des domaines assez différents. C'est un peu pour pouvoir transcrire quelque chose que j'ai vécu. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez amusant parce que quelque part, ça ne m'appartient plus une fois que c'est écrit. Il m'arrive assez fréquemment de reprendre un livre que j'écris en me disant « Tiens, je savais pas ça ». Et parce que j'ai évolué, que les choses ont évolué, et voilà, c'est ça l'intérêt. Et cette transmission est aussi un point de départ. Ça permet à d'autres gens de transmettre, et c'est ça le but. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ton profil, c'est que tu es quand même, on peut considérer quelqu'un de plutôt cartésien quand même à la base.
Oui, ça surprend beaucoup les gens d'être à la fois cartésien et puis à la fois être intéressé à d'autres choses comme l'Ayurveda, comme le yoga, de manière, bon, pas uniquement superficielle, de manière, puisque je l'enseigne, donc je l'ai vécu, la formation c'est 4 ans. Moi, ça ne me choque pas. Enfin, je veux dire, c'est sûr que, ben, quelque part, ben, les Indiens l'expliquent bien, quelque part. Hein. Ils considèrent que l'être humain, il y a à la fois cet aspect de rationalité, d'intellect, et puis il y a quelque part un personnage intérieur qui peut être différent. Bon, on peut se faire guider différemment, voilà. Donc moi, après coup, ça ne me choque pas. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de vivre ça, parce qu'on a toujours tendance, surtout quand on a fait de la recherche, à tout rationaliser. Et à un moment donné, il faut lâcher prise et dire, bon, voilà, ok, j'ai pensé ça, ça paraît complètement délirant, mais c'est peut-être pas idiot. Et après, on se rend compte que souvent, ce n'est pas du tout idiot. Voilà. Ah oui. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans cette approche, c'est que tu sais, là, je trouve qu'on est dans une ère où le yoga est peut-être un peu trop utilisé. Chacun s'approprie le mot yoga, chacun essaye de faire sa propre technique de yoga. Et je trouve qu'on dérive un petit peu des sources d'origine de ce que pouvait être le yoga. Et parmi cet ensemble, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui ont entendu parler du yoga des yeux. Donc c'est pour ça justement que je voulais t'inviter, parce que pour moi, tu fais partie, je pense, des experts, tu vois, dans ce domaine. Faut le rappeler peut-être d'ailleurs à travers le livre que tu as écrit quand même. Je sais plus c'est combien d'années, mais il y a eu quand même énormément de recherches derrière. Tu peux nous expliquer justement la création de ce livre? J'ai mis 3 ans. Et j'ai mis 3 ans pour l'écrire, en fait. Bon, parce qu'il y a. Ce qui se passe, c'est que comme le yoga des yeux est la composante de toute une série de techniques, à chaque fois, chaque chapitre est un petit livre. Donc, quand je présente le yoga, c'est un petit livre sur le yoga. Comment on pratique, comment on respire, etc. Quand je vais faire l'Ayurveda, bah, c'est un petit chapitre modeste. Hein, c'est pas non plus des. Le livre, il fait effectivement 270 pages, je crois, mais chaque fois, c'est un chapitre. Il y a un chapitre sur qu'est-ce que c'est l'œil, mais qu'est-ce que c'est que la vision indienne, si j'ose dire, de l'œil, qui est différente, qui est complémentaire mais différente. Et en fait, moi, surtout, au point de départ, c'était le yoga. Effectivement, tu as raison de dire que le yoga, c'était mis à toutes les sauces. Hein. Il y a le yoga de tout. Hein. Bon. Alors moi, déjà, je pense que pour bien maîtriser, ce serait immodeste de ma part, mais pour bien connaître quelque chose comme le yoga des yeux, ben, il faut déjà avoir une racine. Et la racine, pour moi, c'est le yoga. Pour d'autres, c'est l'Ayurveda, pour d'autres, c'est autre chose. Et le yoga, ce n'est pas uniquement des postures. La plupart des gens pensent, yoga, voilà, on fait un mouvement à gauche, à droite, un peu comme la gymnastique, c'est pas du tout pour, disons, la gymnastique, c'est très bien aussi, mais c'est pas le même objectif. Et pour bien comprendre ça, il faut se référer finalement, c'est la force de notre école, c'est beaucoup se référer au texte, et surtout au fameux texte de base qui s'appelle les Yoga Sutras, d'un sage qui s'appelle Patanjali, on ne sait pas bien s'il existait. Et dans ces Yoga Sutras, ce sont des aphorismes, des petites phrases que les professeurs enseignaient aux élèves, qu'ils apprenaient par cœur, qu'ils restituaient ensuite à leurs élèves, et ça nécessitait évidemment tout un processus d'apprentissage pour voir ce qu'il y avait derrière ces aphorismes. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a 195 aphorismes. Il y en a 2 consacrés à la posture. Les 193 autres sont reliés à ce qui est décrit au tout début de ce texte. Le yoga, c'est l'art, c'est quelque part de arrêter les fluctuations du mental. Pour dire ça en chose simple, on a un moteur qui tourne tout le temps à l'eau, hein, quoi qu'on fasse, et paf, on est tout le temps attiré par 36 choses. Et le but du yoga, c'est pas de faire des postures, c'est un moyen, c'est simplement d'arrêter, de limiter les fluctuations du mental. Et dans la gradation, donc Patanjali donne 8 étapes. La 3e étape, ce sont les postures, mais au-dessus, les postures, il y a la respiration. Et les postures dans le yoga se font en les synchronisant, les mouvements sont synchronisés avec la respiration. Et dès qu'on ajoute la respiration entre le mental et le corps, on calme le stress. Voilà. Et après, il y a d'autres techniques, on va se concentrer, on va méditer, dans notre aventure, etc., etc. Et il faut savoir que pour bien voir, l'œil doit être détendu. Donc, on va, à partir d'exercices physiques, qui vont consister, je ne sais pas moi, à jouer à la balle, à lancer des balles, il y a des tas de techniques ludiques, on va pouvoir faire travailler les yeux, mais surtout les faire se relaxer. Donc, la technique la plus classique, c'est le palming, on enlève ses lunettes et on va mettre devant les yeux ses mains, je ne vais pas donner toute la technique ici, on réchauffe les mains, on fait passer cette chaleur dans l'œil,
ça va être extrêmement puissant pour détendre les yeux et pour gérer le stress. Voilà. Et après, donc, à partir de ces exercices, on peut passer à des exercices de yoga qui vont permettre donc à la fois de détendre son corps et notamment la zone du haut du dos qui est extrêmement contrariée par le poste de travail moderne. Puisqu'on est toute la journée, les yeux fixés sur l'écran, complètement crispés. Et dans cette zone-là, c'est justement là où il y a les nerfs optiques, comme par hasard. Et en yoga, donc en médecine indienne aussi, on sait que les problèmes se traitent au niveau de la colonne vertébrale où sont les organes. Donc c'est bien l'endroit où il faut travailler. Donc si on travaille au niveau des yeux, on travaille la gestion du stress et réciproquement. Et c'est donc déjà une deuxième aventure. Puis après, pour détendre, on peut faire soit de la relaxation profonde ou des techniques de yoga nidra, qui est une technique encore plus profonde même que la sophrologie, qui va permettre d'amener dans un niveau entre l'éveil et le sommeil. Et là, on va se détendre extrêmement profondément. Puis après, il y a d'autres techniques. L'Ayurveda est basée sur l'alimentation souvent. Donc, on va avoir des manières de manger peut-être plus intelligentes, peut-être manger moins de viande pour éviter les toxines. Puis aussi des massages. Le plus fameux massage, c'est le massage du pied avec un bol en 5 métaux qui viennent éliminer un peu des toxines dans le pied, dans le corps. Sachant qu'aussi, il faut savoir que dans le yoga, il y a un lien entre l'œil et le pied. L'œil est l'organe d'observation et le pied est l'organe d'action. On s'oriente et on marche. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai souhaité évoquer dans le livre. Donc tu vois bien que ça fait beaucoup de choses. Surtout que j'ai un petit défaut, c'est d'être un chercheur aussi et de ne pas le mettre, même si c'est pas dans le livre, de ne pas avoir une certaine certitude de ce que je raconte. Donc ça prend du temps. Mais bon, c'est aussi une ascèse personnelle. C'est-à-dire que quand on fait un livre, je dis ça pour moi, mais chacun fait comme il veut. Au bout de ce moment, c'est un moment, c'est un peu difficile, en général. Tu connais sûrement ça aussi, parce que tu l'as fait dans d'autres domaines, mais il y a un moment difficile, mais on apprend sur soi énormément. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Ça enrichit, j'espère, les gens qui lisent le livre, qui l'utilisent, parce qu'il est fait en sorte qu'il y a je crois, 70 clichés, dessins, etc., ce qui est utilisable par tout le monde. Et il va assez loin pour ceux qui veulent, mais c'est présenté par des encadrés, en savoir plus, pas obligé de les lire. Donc ça permet d'avancer tranquillement dans le yoga des yeux. Dans l'approche que tu proposes, ce que je me dis, c'est que ça ne peut pas forcément, je pense, parler à tout le monde dans un premier temps, dans la mesure où se plonger dans des exercices, par exemple, profonds de relaxation, ça peut demander, tu vois, une sacrée phase même. Tout à fait, il faut un moniteur. Par contre, tout ce qui est exercice des yeux, bon, pour dire la vérité, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui vous guide, comme dans toutes les matières. Parce que, bon, je dis par exemple dans le livre, j'essaie de donner le plus de détails possible, évidemment, mais je dis que le but, c'est pas de lancer la balle, c'est surtout de la suivre des yeux. Le reste, on s'en moque un peu. Elle tombe par terre, c'est pas grave. Mais regarder la personne, moi quand j'anime des ateliers par exemple, regarder les personnes le faire, on peut les guider, on les aide, et comme ça ils le savent. L'idée, moi par exemple, dans un atelier d'une demi-journée, souvent assez classiquement, on va faire ces exercices et à la fin, les gens en ont vu tellement d'exercices qu'ils choisissent ceux qui leur plaisent le plus et ils l'intègrent tranquillement dans leur vie quotidienne. Par exemple, pour se relaxer, on peut tout simplement mettre une balle de tennis sous son pied et faire passer sous la voûte plantaire, la faire tourner et ça détend. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la balle de tennis dans le tiroir de son bureau et on le fait. Il y a des trucs plus sophistiqués, là, avec des petites roulettes à bois, etc. Donc il y a... Alors c'est toujours mieux d'être guidé, mais il y a des éléments pour pouvoir travailler. Alors, par contre, effectivement, une pratique de yoga, on peut la faire, mais c'est mieux d'être guidé aussi, évidemment. Et de même, le yoga nidra, c'est comme là. Il faut être guidé. Voilà. Ouais, mais alors là, j'imagine qu'il y a quand même pas beaucoup de professionnels, non, qui sont spécialisés dans cet accompagnement. Très peu, oui, effectivement. C'est pour ça que mon idée, ce serait justement, dans le cadre de la transmission, ce serait de former des professeurs de yoga ou des pratiquants expérimentés de yoga, etc., pour pouvoir eux-mêmes transmettre ces techniques. Parce que bon, c'est un peu dommage que ça reste encore... Le livre, c'est bien, c'est la première étape. C'est un peu le manuel. Des gens peuvent le prendre, s'y intéresser, et des professeurs peuvent aussi s'en servir, et puis apprendre aussi ultérieurement à enseigner ça à leurs élèves. D'autant que finalement, pour un professeur de yoga, il y a des tas de postures qu'on peut faire dans la pratique habituelle.
qui ne demandent pas de plus de temps ni plus de moyens et qui sont très simples à réaliser, qui sont très bonnes pour les yeux, comme le suivi du pouce avec le regard. En fait, dans le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que on considère, enfin moi dans l'école, qui est l'école de Krishnamacharya et Desikachar, les gens qui étaient à Madras, et qui ont la transmission que j'ai eue en France, mais c'est cette lignée-là. Je vais aussi retourner un peu en Inde pour recueillir quelques compléments, disons, d'informations et de formation. Finalement, on considère l'œil comme étant l'optique d'une caméra sur un trépied. Donc, pour que l'optique fonctionne bien, il faut que l'ensemble fonctionne bien. Il faut que le trépied soit bien stable. Il faut que la jonction, alors le trépied c'est les jambes, c'est le bas du corps. Il faut que la jonction entre le trépied et la caméra soit bien articulée, bien huilée. C'est tout simplement la région de la nuque, du cou et du haut du dos, dont on parlait tout à l'heure. C'est bien. Ensuite, il faut que l'optique fonctionne bien. Et l'optique, on va la faire travailler à la fois avec des exercices avec des yeux fermés ou des yeux ouverts, selon ce qu'on veut obtenir comme effet. Voilà, donc, mais tout simplement, c'est pratiquement, je viens d'écrire une pratique de yoga classique. Mais il y a une intention derrière. Et l'intention, c'est ça le plus important. Quand on a l'intention d'améliorer la vision, il y a quelques exercices particuliers sur lesquels on insistera. Puis on va aider l'élève à s'aider lui-même en ayant cette intention. Tout ça va dans le bon sens. Est-ce que ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a plusieurs objectifs quand on se met à pratiquer le yoga des yeux? On peut parce que moi, ce qui me venait à l'esprit dans un premier temps, c'était finalement à terme de se passer de lentilles ou de lunettes. Mais à t'écouter, j'ai l'impression qu'on pourrait se fixer différents objectifs. Je pense c'est évidemment la première approche, c'est de se dire, voilà, un peu comme moi quand j'étais derrière mon télescope, la plupart des gens qui sont devant leur écran, qui se rendent compte que l'œil est fixe et sec, comment faire pour remédier à ça? Donc ça, je fais toute une série de techniques, effectivement. Bon, je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus pour ceux qui nous écoutent. Toutes les 20 minutes, il faut faire une pause, il faut scier des yeux, parce que le ciment fait verser des larmes, et les larmes, c'est quelque chose qui lubrifie l'œil. Et l'œil, il est sec parce qu'il est tout le temps fixé sur l'ordinateur, donc il faut éviter ça. Puis on peut se promener un petit peu, la marche bon pied, bon oeil, comme on dit. La sagesse populaire rejoint l'Ayurveda pour ça. Au bon pied, bon oeil, on va marcher un petit peu, quelques instants. On peut regarder de loin, de près, pour que l'œil travaille. Ça, c'est des petites routines que j'indique qui sont faciles à faire. Et puis, effectivement, à partir du moment où on a pris conscience que pour que l'œil fonctionne bien, il doit être détendu, la détente, elle doit aller jusqu'au bout. Puisque finalement, nous, on fonctionne comme quoi? Comme un taxi. Un taxi, finalement, il y a un chauffeur de taxi qui connaît parfaitement comment aller du point A au point B. Est-ce que c'est lui qui décide où aller? Il faut qu'on lui dise où aller, au point B. En fait, c'est pas lui qui décide, c'est le passager. Et le passager, c'est le moi intérieur. Et c'est celui-là qu'il faut peut-être essayer de rejoindre et calmer. Alors, ça peut se faire dans des approches comme de la relaxation profonde ou de la méditation qui permettent aussi de développer son regard intérieur. Les organes des sens ne sont plus uniquement tournés vers l'extérieur, mais se tournent vers l'intérieur. Et ça demande justement de lâcher l'intellect, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est très difficile pour moi, mais je pense que c'est quand même très, très précieux, je pense, à l'arrivée. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, spontanément, on pourrait dire, tiens, le yoga des yeux, c'est avant tout pour travailler justement notre vue et puis peut-être rien d'autre. Et au final, dans ce que tu nous expliques, c'est avant tout quand même une posture intérieure et c'est surtout retrouver peut-être un équilibre de notre machine biologique et puis de notre état d'esprit, quoi. Oui, effectivement, c'est plusieurs phases. La première phase, c'est effectivement d'améliorer la vision extérieure. Il me semble que c'est... Pour bien arriver à faire quelque chose, il faut avoir un but. Et le but de je vais développer mon regard intérieur, il va venir après. Tu as raison, hein. Il va venir après. Mais c'est quand même difficile de dire, il faut que je développe mon regard intérieur pour bien voir. Ok, sûrement. Mais il vaut mieux commencer par des petits pas. Tiens, c'est bizarre, j'ai moins mal à la tête en ce moment. Ah, c'est vrai, c'est peut-être parce que je fais l'exercice. Et on est tellement concentré sur notre boulot qu'on ne pense même pas à faire l'exercice. Mais c'est pour ça que moi, j'ai tendance à mettre des choses un peu baroques sur le bureau. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est vrai, je dois faire mon exercice. Donc, des petites dépenses bêtes, il faut ruser avec soi-même, avec son intellect. Et donc, en fait, progressivement, si on voit des choses qui se passent dans la vie, si on se met dans le yoga déjà en commençant ou en étant déjà un peu expérimenté, on voit des choses qui changent et ça invite à aller ailleurs. Ce que je veux dire, bien sûr que c'est au choix de chacun. Il n'y a pas de jugement d'ailleurs.
certaines personnes iront plutôt vers l'exercice et uniquement l'exercice, et c'est pas grave. Certaines, c'est rare d'y aller directement sur la voie intérieure, ils vont être dans d'autres domaines, mais ça dépend de la personnalité de chacun, de l'âge de chacun. C'est sûr que ce que je te dis là, je ne l'aurais peut-être pas dit à 20 ans. Bon, moi, à 20 ans, mon problème, c'était de voir mes étoiles. Voilà. Enfin, je m'en fichais complètement. Je n'ai pas compris d'ailleurs que les étoiles me reliaient peut-être à autre chose. Ça, c'est venu plus tard. Est-ce qu'on peut fixer peut-être une échelle de temps ou est-ce que c'est très dépendant de chaque personne? Imaginons demain, moi, ça y est, je m'y mets, je m'y intéresse, je m'intéresse au yoga des yeux. Je comprends que c'est une approche qui est holistique. Je me plonge dedans vraiment à fond, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que ça dépend de chaque individu? Je pense que ça dépend de ce que tu fais, mais ça peut aller très vite. Je veux dire, tous ces petits exercices derrière l'écran, tu sens bien que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas te faire de mal. Donc forcément, ça va faire du bien. Enfin, à la longue, et même au niveau de la gestion de ton stress. Alors, si déjà dans le yoga, tu apprends à respirer, de toute façon, c'est comme et même quand tu regardes bien, parce que j'ai aussi un petit peu regardé des endroits où on faisait de la thérapie comportementale, on t'apprend à un moment donné à respirer. Et bon, j'avais même un enseignant qui m'expliquait, bon, ben voilà, si vous êtes vraiment stressé, vous partez aux toilettes, personne ne vous voit, et vous respirez comme il faut, respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est une forme de respiration du yoga. Donc déjà, si tu apprends et tu te rends compte qu'avec quelques exercices, quelques pratiques, déjà tu calmes ton stress, tu as des étapes intermédiaires. Tu dis, tiens, ouais, j'ai tellement mal à la tête. Et puis c'est vrai que ça fait quelques semaines que je fais ça et je suis moins tendu au boulot. Bon, et petit à petit, bon, alors soit tu vois ça, soit tu ne le vois pas, et peut-être qu'il faut chercher une autre voie, je ne sais pas. Mais moi, je pense que l'intérêt, c'est qu'il peut y avoir des objectifs proches et à portée de main, j'ose dire, ou à portée de Dieu, je ne sais pas. Mais et après, bon, si on va aller plus loin, ça peut prendre une vie, hein, c'est autre chose. Hein. Le regard intérêt, c'est à la limite, on n'a pas besoin nécessairement de ça pour bien voir. Et disons que c'est une approche qui est dans la continuité, je pense. Là, en parlant de stress, pour moi, tu es en train de toucher du doigt le mot de notre société. Je crois qu'on est le premier pays en France à consommer le plus d'antidépresseurs. Il y a un fort taux de stress qui est vraiment assez impressionnant. Donc, je me dis, là, c'est l'élément clé de l'approche en fait, du yoga des yeux, c'est déjà de travailler sur cette notion de stress. Oui, parce qu'il faut, pour qu'un œil voit bien, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il soit détendu. Forcément que quand on est stressé, on n'est pas détendu, et l'œil n'est pas détendu. D'ailleurs, je vous engage, si vous voulez constater ce que je dis, essayez c'est ce que disait donc Agarwal, qui est le fondateur de cette méthode en Inde, qui disait, plus vous essayez de bien voir, moins bien vous voyez. Parce que quand on essaie de bien voir, quelque chose je vois quelque chose sur la pratique de yoga qui est affiché sur le mur devant moi, si j'essaie de bien regarder, je vais fixer mon regard, et finalement, je n'ai plus la globalité, et je vois moins bien. C'est vrai, chacun peut tester ça. Donc, il faut vraiment avoir l'œil détendu. C'est pour ça que les exercices qu'on fait, c'est des exercices pour, disons, un peu faire travailler la musculature de l'œil, etc. Mais c'est surtout pour le relaxer. Donc, le palming dont je parlais, qu'on peut aussi faire pour se déstresser, ça détend l'œil, mais aussi tout le corps, bien entendu. La balle sous les pieds, ça détend l'œil, mais ça détend bien entendu tout le corps, ont pour but de détendre le corps et l'œil. Parce que quand le corps est en bonne santé, l'œil est en bonne santé. Et réciproquement d'ailleurs. Ça pointe du doigt une chose qui est fondamentale, c'est que tout à chacun devrait trouver ou chercher des exercices comme ça de relaxation, peu importe ce que c'est, parce que très clairement, une fois que nous, on est moins stressé, donc que notre corps est moins stressé, ça a un vrai effet, plein de bienfaits du coup sur l'ensemble de ce que compose notre corps, hein, parce qu'on peut aller plus loin, après notre esprit, pourquoi pas notre âme, etc. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel on doit tous travailler, c'est bien ça en tout premier, en fait, c'est trouver des exercices de relaxation et d'essayer de les appliquer dans notre quotidien. Et ça permettrait notamment peut-être de moins avoir de maladies, enfin d'être mieux dans notre corps, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut le faire. L'avantage du yoga, de manière générale, c'est que c'est concret. C'est-à-dire que tu travailles sur ton corps. C'est bon. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de bouquins, j'avais des papiers sur les questions, mais quand c'est concret, c'est pour ça dans l'expérience, c'est difficile parce qu'on ne voit pas bien, mais même si je lève ma main comme ça, je la descends, bon, je lève, je descends, voilà, ça c'est une chose. Et si maintenant, je mets mon attention dans ma respiration, je vais commencer à respirer, et je vais lever le pouce, je suis dans mon mouvement, dans mon pouce,
on sent peut-être quelque chose qui change. Enfin, il y a et à partir du moment où on se concentre sur le mouvement, sur la respiration, bah, justement, le mental ne bouge plus. Il est scotché. Il est scotché sur ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça, le but du yoga, c'est de limiter les fluctuations du mental. Donc ça nécessite de synchroniser le mouvement et la respiration. D'ailleurs, je suis parfois surpris d'expliquer aux gens comment respirer. Alors, c'est pas évident. Alors le problème, pourquoi est-ce que c'est important la respiration? C'est que au fond, c'est le seul mouvement, il y en a un autre, hein, on va venir après, l'un des seuls mouvements, on va dire le seul mouvement important, qui est complètement inconscient. Quand le bébé naît, bah, il va inspirer. Et là, il crie et tout le monde est content, c'est qu'il est né. Voilà. Et puis la personne âgée qui va décéder, elle va rendre le dernier soupir. Donc on a inspiré à la naissance, on a expiré, et entre les deux, eh ben, on ne s'est pas arrêté. On a passé son temps à respirer. Et si on arrête, ben, on meurt. Bon, donc c'est absolument réflexe automatique. Sauf que c'est un des rares mouvements dans le corps où moi je peux prendre le contrôle de ma respiration. Vous pouvez le faire même maintenant devant cet écran, vous dites, ben voilà, maintenant j'inspire, j'expire, j'ai pris le contrôle, donc je suis proche de mon mental. Mon mental et ses automatismes là. Il y a un deuxième mouvement, c'est les signements des yeux. Je peux fermer les yeux volontairement, c'est pas par hasard, c'est les yeux aussi. Enfin, le principal dans ce cas-là, c'est la respiration. Et à partir du moment où on prend le contrôle de sa respiration, ben, on prend aussi le contrôle de sa vie. Alors, respirer, ça paraît simple, mais inspirer, c'est simplement, on va laisser l'air entrer dans le corps, par les narines, on va laisser se dilater la cage thoracique, et puis progressivement, les poumons vont entrer en action, vont se remplir, vont pousser sur le diaphragme, qui va lui-même pousser sur les entrailles, et ça donne une impression comme si l'inspire allait jusqu'au bas-ventre. Puis à l'expire, on va refaire remonter l'air par l'espace, par le chemin inverse. Et c'est pas si simple, parce que les gens, en général, arrêtent leur respiration au niveau du diaphragme. Ça descend jamais en dessous. Et pour vraiment se détendre, il faut faire descendre la respiration en dessous. Vraiment remplir la cage thoracique, puis faire descendre l'ensemble. Et ça prend du temps, mais c'est une recherche personnelle. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Et elle est concrète. Bon, faire des recherches personnelles sur son mental, etc. Bon, j'en ai fait aussi, hein, comme tout le monde, hein, c'est nécessaire. Mais faire ça, c'est concret. Et au métro, au bureau, là, maintenant. Donc, on a un instrument infini de travail et qui, en plus, calme le mental. Et en plus, on peut vraiment inviter tout le monde là, à faire l'exercice en nous écoutant. On peut le faire vraiment partout. À partir du moment où on commence à se concentrer sur notre respiration, donc sur l'inspire et sur l'expire, on voit quand même, mais très rapidement, que ça commence à nous calmer, justement, que ça nous détend. Et l'effet est vraiment très, très rapide, je trouve. Mais, absolument, il est extrêmement rapide. Donc, tu demandais si on peut avoir des résultats rapides. Oui, absolument. Et moi, je suis toujours surpris à chaque fois que dans un cours collectif, la première session, il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga. Même déjà à la fin de la première séance, il y a des changements. On le voit parce qu'on commence à connaître. Et parfois, j'ai des gens, j'ai vu en une année, qui ont vraiment même changé, à la fois en termes physiques, mais en termes de personnalité. Parce qu'ils étaient coincés, donc le fait d'ouvrir là, la poitrine, le thorax va permettre peut-être d'ouvrir la personnalité aussi. Enfin, c'est assez étonnant. Et c'est ça qui me passionne aussi, en enseignant, c'est de voir l'évolution, ce que ça peut apporter aux gens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu nous disais qu'il y avait 2 points importants, la respiration, et un deuxième que tu voulais développer, c'est quoi? Le deuxième, j'avais parlé des battements des yeux. Je dis qu'il y avait deux mouvements qui étaient, si c'est ça à quoi tu fais allusion, qui étaient en fait à la fois réflexes et qu'on peut contrôler, c'est ces deux mouvements-là. Et les yeux, effectivement, il faut le faire pour bien scier et regarder. Voilà. Donc, c'est ça que je peux dire. Et la respiration elle-même amène ensuite, une fois qu'on respire bien, en yoga, il y a plusieurs sortes de respiration, et certaines amènent plus facilement peut-être à la concentration, puisque l'étape d'après, je résume un peu toutes les étapes, hein, on va se concentrer sur un objet, puis ensuite, il y a toute une série d'étapes, et on va arriver à méditer. Et la méditation n'est pas un état on ne va pas se concentrer de plus en plus. La méditation, c'est quelque chose qui se branche tout d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, subitement, on médite sur un objet et l'objet donne une réponse. Alors, elle n'est pas immédiate forcément,
peut se faire dans un rêve après, faire différemment, mais la méditation, c'est ça, c'est un retour de l'objet. Donc, c'est un dialogue, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une différence entre l'EMDR et le yoga des yeux? La ressemblance, c'est que tous les deux travaillent sur les yeux. Effectivement, l'EMDR, moi, je ne suis pas un expert, donc je ne sais pas exactement, mais je crois, et par contre, je l'ai testé une fois, donc ça m'a paru aussi efficace. Ça permet, je crois, par un mouvement de suivi des yeux, on peut déprogrammer des traumas qu'on a vécus. Je crois que c'est ça. Moi, je l'avais testé une fois, j'ai trouvé ça assez efficace, mais je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas dire. Mais ça a rapport avec les yeux, c'est pas les mêmes techniques, effectivement. C'est pas les mêmes objets. Donc, je répète, le yoga des yeux, c'est comme une approche holistique. Dans cette approche, tu parlais aussi d'alimentation. Est-ce que tu as des choses à dire autour de ça? Oui, l'alimentation, c'est que l'œil est extrêmement vascularisé. Il y a beaucoup de petits vaisseaux de capillaires qui passent là. Et si on a une alimentation trop chargée en toxines, à ce moment-là, elle s'accumule sur l'œil et ça abaisse un petit peu la transparence et la vision. Moi, je sais que le médecin ayurvédique, je ne recommande pas ça à tout le monde, mais il y a des gouttes qu'il met, c'est assez douloureux, il faut dire ce qui est, ça surprend. Et puis après, d'une manière surprenante, on ouvre les yeux et on voit à nouveau, parce qu'on revoit les couleurs très nettes, c'est assez surprenant. Donc, je ne lui ai jamais demandé le nom parce que je ne voulais pas en acheter, parce que je pense qu'il faut, c'est comme en tout, il faut ça être raisonnable. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. On peut faire des choses soi-même, mais d'autres pas. Alors, donc, dans l'Ayurveda, il y a donc l'alimentation. Donc, il y a un certain nombre d'aliments. J'en donne, je peux faire là, il y a des listes dans le bouquin. Mais en fait, il y a les graisses sont éliminées. Il y a un certain nombre de choses à éliminer. Et il y a des choses qui sont bonnes, comme les myrtilles, etc., parce qu'il y a la vitamine A dedans. Donc, en fait, c'était déjà existant dans l'Ayurveda, on avait ce genre d'approche avec l'alimentation qui permet effectivement de remédier, d'équilibrer le corps et donc également les yeux. Et l'Ayurveda donne aussi d'autres éléments qui sont plutôt des massages. Alors, il y a soit des soins pour les yeux. Ça aussi, c'est un truc assez étonnant, j'étais longtemps en Inde, ça. On vous met autour des yeux un genre de cratère avec de la farine de pois chiche ou de je ne sais plus trop quelle farine, qui est très étanche. Et ensuite, on va vous verser du beurre clarifié, tiède, dans ce cratère, donc on est allongé. Et après, on vous demande d'ouvrir les yeux et de les fermer. C'est bizarre, mais j'ai aveuglé. Enfin, quand on réfléchit bien dans une piscine, on ouvre les yeux dans une eau qui en plus est chlorée. Là, on n'a même pas de toxines, puisque le beurre clarifié, on l'a fait bouillir avant pour enlever toutes les toxines. C'est le beurre bio clarifié. En général, ils ont mis des herbes qui sont un peu des gens pas antibiotiques, enfin des choses antiseptiques, etc. Donc c'est finalement une sensation assez agréable. C'est comme quand on plonge la première fois. On ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Mais là, et ça c'est vraiment très bon à la fois pour l'œil lui-même et puis aussi pour la détente de l'œil autour. On reste un certain temps. Puis il y a aussi d'autres exercices. Alors ça c'est à faire avec un thérapeute. Pas faire ça tout seul pour des raisons que je paraissent un peu évidentes. Par contre, ce qui peut se faire pas seul mais à deux, c'est le massage du pied avec un bol. Alors ce bol, c'est un bol qui est un bol ça s'appelle un kansu, donc il y a 5 métaux, un alliage de 5 métaux, de l'or, de l'argent, de différents métaux. Et on va mettre dessus une pellicule grasse, c'est justement ces fameux gis, le beurre clarifié, et on va masser le pied, un peu comme en réflexologie, tout le pied, qui va avoir l'avantage de le détendre, mais aussi peut-être d'enlever tout ce qui est la chaleur du pied, sur l'idée bon pied, bon oeil. Et en fait, en Inde, dans les régions dans lesquelles il est pratiqué ce genre de massage, c'est plutôt près des déserts. Et je marchais pieds nus sur le sol, qui était super chauffé, donc le pied était très chaud, et refroidir les pieds, donc apporte un bienfait sur les yeux. Il y a aussi plein d'exercices de refroidissement des yeux, mettre de l'eau. Alors il y a une technique aussi qui est très classique, et dans le cas des soins qu'on peut mettre dans une routine habituelle, le matin, quand on se lève, on peut déjà commencer par se gratter la langue, enlever les toxines de la nuit. Grattant, que ça s'achète chez le pharmacien, donc c'est pas une découverte, en cuivre. Ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle gandouche et prendre une cuillerée à soupe d'huile de sésame. On la met dans la bouche et puis on fait ce qu'on a à faire. Si on a un homme, on peut par exemple se raser, on peut se maquiller si on n'est pas bon. On fait ce qu'on veut pendant quelques minutes et après on recrache l'huile qui devient blanche, c'est chargée de toxines. L'huile de sésame a la particularité de prendre les toxines. Alors la première fois c'est un peu bizarre, vous mettez avec de l'eau
Et après, bon, quand on a essayé une ou deux fois, c'est pas très compliqué. Et finalement, c'est très efficace. Voilà, donc toutes sortes de petites routines de l'Ayurveda. Donc la nourriture, les épices également. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans un cours d'Ayurveda, mais les yeux sont souvent plutôt dans le continent, même en France, on va dire, dans le continent européen et en France, sont plutôt avec des maladies plutôt d'irritation. Donc, on voit les yeux rouges, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le feu ou pitta en Ayurveda. Donc il y a pas mal dans l'alimentation, on va plutôt chercher les aliments qui vont lutter, entre guillemets, contre ce feu, pour apporter d'autres choses, pour donc refroidir quelque part les yeux. On comprend bien quand on a les yeux secs devant l'écran, ça veut dire. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me demande même si on ne pourrait pas recommander aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent d'aller voir un naturopathe. Là, pourquoi pas, oui. Il y a des choses communes, hein, ou un praticien d'Ayurveda, mais il y en a moins. Mais c'est vrai que c'est une autre vision, hein, l'Ayurveda. Mais bon, l'idée est la même, c'est la nourriture. Finalement, le corps, il est fait de quoi? De nourriture. Donc d'ailleurs, ça, il y a toute une des Upanishads très anciennes qui décrit le corps avec cinq étages, etc., dont le corps de nourriture. Et c'est sûr qu'on est fait de ce qu'on mange. Donc c'est sûr que si on change, et donc le naturopathe, qu'est-ce qu'il fait? Il va effectivement conseiller en termes de nourriture. Alors l'Ayurveda a une autre grille, mais peu importe. Tout c'est de trouver son équilibre dans la nourriture. Il y a une personne qui nous pose une question. Pensez-vous qu'il soit possible de stabiliser, voire diminuer une cataracte? Alors moi, je ne vais pas entrer. Je suis toujours très vigilant là-dessus. C'est qu'il y a deux choses. Il y a, disons, prendre soin de sa vue et faire en sorte qu'on ne tombe pas malade, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne perd pas les visions. Et après, il y a un aspect médical. Ça, moi, ce n'est pas du tout mon business. La maladie, elle est détectée, diagnostiquée par un médecin qui s'appelle l'ophtalmo, en l'occurrence. Il peut y avoir du travail des yeux par un orthoptiste. Et puis, je peux redonner, et je répondrai plus directement à cette question après, l'exemple de la DMLA. C'est sûr que c'est le médecin qui va porter le diagnostic, qui va éventuellement faire des traitements, des injections, etc. Et l'orthoptiste, lui, va être là plutôt pour rééduquer en basse vision, comme on dit. Donc voilà. Et le professeur de yoga, il ne peut pas traiter ces choses-là, bien entendu. Mais par contre, quand on fait de la DMLA, on va se rapprocher de son écran, etc. J'ai même vu des gens qui n'arrivent même plus à taper sur le code pour rentrer dans un appartement ou dans un immeuble. Et là, on peut rendre un confort de vie. Donc, chacun son boulot, quoi. Donc, la cataracte, moi, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je pense que tout ce qu'on fait n'est pas mauvais pour là-dessus. Dire que ça va guérir, je ne le dirai pas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de l'auditeur. Je suis désolé de ne pas en dire plus, mais je préfère être honnête. Au contraire, je trouve que c'est plutôt une saine réponse. Je suis entièrement d'accord avec ta réponse, mais moi, je pense que j'aurais dit exactement la même chose. Il faut quand même... ça peut être très complémentaire à une approche de médecine traditionnelle. Et c'est plutôt ça, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, au-delà de ça, il faut surtout être plutôt dans la prévention plutôt que dans la guérison et se soigner. Donc, et c'est ce que tu disais depuis le début. C'est déjà, dans un premier temps, partir du principe de commencer à se détendre, de détendre notre corps, de se détendre, de changer notre alimentation, de trouver un exercice physique qui soit bon pour nous. Enfin, voilà, en fait, c'est revoir un peu, c'est se déconditionner quelque part de tout ce qu'on nous a appris aussi. Hein. C'est tout à fait ça. Et moi, il y a une image que j'aime bien, c'est que il paraît, moi, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais que dans les temps anciens, on payait son médecin que quand on était en bonne santé. Quand on était malade, on ne payait plus. C'est un peu ça, parce que en fait, disons, prendre des précautions avant, disons, prévenir, je ne vais pas dire qu'on ne va pas tomber malade, mais on peut prévenir pas mal de choses. Donc, et puis, il y a des fois, ça ne marche pas. Puis bon, franchement, c'est une médecine extraordinaire qu'on a en Occident, médecine d'urgence, elle sait soigner. Bon, évidemment, après, le tout, c'est de ne pas tomber malade, c'est mieux, quoi. Donc, c'est simplement que il y a des cancers, il y a 20 ou 30 ans, on en mourait, c'est tout, point barre. Voilà. On allait vous faire quoi qu'on veuille, on en mourrait. Bon, maintenant, on a ces possibilités-là, mais comme on dit, une chimiothérapie, c'est un poison. Donc, forcément, sinon, ça ne marcherait pas. Le médicament doit être un poison, sinon, il ne marcherait pas. Donc, en fait, c'est ce que m'ont dit certains médecins en tous les cas. Donc, mais on peut peut-être accompagner, avoir un naturopathe, justement, si on parle de lui, il va peut-être donner des choses qui vont permettre peut-être d'éliminer plus rapidement, je ne sais pas ça. Et l'idéal, ça m'intéresse parce que le docteur Agarwal, qui est un médecin qui est d'origine d'Inde, c'était à l'époque,
il y a une centaine d'années, peut-être 80 ans, qui a créé ça. En fait, il était de nationalité indienne et il a été formé en médecine occidentale. Donc, c'était un médecin, comme les médecins qu'on voit quand on sort de chez nous, notre médecin traitant. Donc, Agarwal était à la fois un médecin formé à l'occidental, mais qui était sensibilisé à l'Ayurveda. Il disait, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un médecin qui fasse les deux, quoi. Il soit capable à la fois disons, d'anticiper, bon, et puis ensuite de guérir quand on ne peut pas faire autrement, quoi. Et bon, c'est difficile parce qu'après, il y a des questions de budget, etc. Mais si on peut nous-mêmes déjà se mettre dans une étape à ne pas tomber malade, c'est toujours mieux, quoi. On est oui, après, mais si on peut ne pas tomber malade, c'est mieux. Pour moi, il y a vraiment des grands basiques que tout le monde pourrait appliquer dans son quotidien. Tu sais, tu parlais de routine. On peut très bien, c'est à chacun de décider ça, d'intégrer une routine dans sa vie, de savoir-être, de bien vivre, de bien manger, tu vois. Je sais pas, de faire attention à ton alimentation, de faire de l'exercice physique, d'aller souvent dans la nature, de faire, de te couper des informations négatives. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que chacun quand même peut mettre en place dans sa vie de tous les jours. Et là, ça tient à chacun. C'est là où moi je dis qu'on a une responsabilité citoyenne. Il faut quand même se responsabiliser par rapport à sa santé quand même. Ça me semble important, quoi. Ça, je suis complètement d'accord. Et tu vois, par exemple, pour te dire la vérité, quand j'ai commencé ma formation de prof de yoga, normalement, tu dois faire ta pratique tous les matins. Ça me saoulait profondément. Donc, je ne la faisais pas, ou très peu, parce que je décide de faire quelque chose ou de pas le faire, je ne le fais pas. Puis progressivement, j'ai expérimenté. Je me suis dit, je me disais, tiens, là, j'ai un truc très stressant à faire. Bon, de toute façon, la partie du yoga, je ne la fais pas, comme ça, je gagne un temps. Et j'ai découvert qu'en fait, au contraire, plus c'était stressant, plus il fallait que je fasse une pratique. Puis au bout d'un moment, c'est rentré il a fallu du temps, hein, c'est rentré dans la routine et vraiment, ça change la vie, quoi, parce que du coup, peut-être que je me lève plus tôt que je me lève avant, mais je suis tellement mieux, personnel, je suis notion personnelle, hein. Donc effectivement, ces routines-là sont importantes, comme peut-être qu'on ne fait pas tout le temps, mais se gratter la langue, etc. Pourquoi ravaler les toxines qu'on a soi-même générées? Je ne sais pas du tout, quoi. Donc ça, c'est rien. Quand on se brosse bien les dents, on enlève les toxines, ça, c'est rien. Bon, après, on peut peut-être de temps à autre faire une douche ou faire autre chose. C'est pour ça que je dis que l'IVDG, c'est pas compliqué, c'est des habitudes de vie, mais c'est des routines qu'il faut mettre en place. Bon, et puis, on met celles qui vous plaisent. Alors là, je ne mettrai jamais une cuillère de lusane dans la bouche. En homme surtout, on ne fait pas ça, évidemment. Parce que c'est sûr, on va racheter. Par contre, peut-être qu'on décidera ce jour-là de jouer avec la balle sous le pied pour se détendre. Voilà. Donc, il faut des petits trucs, des petites astuces. Et il faut en avoir plein pour choisir celle qui convient. C'est là où je me dis que, tu vois, c'est ce que je disais en introduction de notre interview de ce soir, c'est vraiment tout part de l'éducation. Tu penses qu'on pourrait justement, dès les bancs de l'école, les parents compris évidemment, tous les accompagnants, tous ceux qui accompagnent les enfants quand on est des gamins, est-ce qu'on pourrait pas justement dès le départ enseigner cette partie-là? Ça te semble réaliste? Très amusant ce que tu me demandes parce que c'est très intéressant. En fait, le Agarwal, il avait fondé à Pondichéry donc la School of Perfect Sight, je crois que c'est ça, mais non exactement, la clinique de la vision parfaite, où on apprenait tous ces exercices qui étaient basés sur des exercices faits par un médecin notamment américain, mais qui ont été mis à la sauce, si je veux dire, ayurvédique. Et donc, en fait, tout le monde pouvait aller là, etc. Et j'ai rappelé récemment, parce que j'avais des compléments d'information, et j'ai appris qu'en fait, ils avaient maintenant décidé de donner une limite d'âge, pas plus de 21 ans, ou quelque chose comme ça. Et surtout, ce qui prône, c'est les enfants. Parce que avant, alors moi j'essaie avec un de mes fils, mais ça n'a pas marché. J'ai mal voulu le prendre, puis c'est peut-être pas le père, n'est pas toujours dans la même position. Il était d'accord au départ, mais bon, c'est toujours dans la bonne posture pour ça. Et en fait, eux pensent qu'on peut rattraper les choses quand on commence jeune, quoi. Donc c'est ça l'idée. Donc, ce que tu dis là, effectivement, et même que peut-être travailler un peu sur son mental et travailler sur ses yeux, c'est dans l'idéal, c'est quelque chose qu'il faudrait faire, oui. Moi, je le pense. Bon, après, maintenant, c'est compliqué. Pareil, tant qu'il faut. Et si on t'appelait, si, je sais pas, une école qui nous écoute ce soir t'appelle et te dit, tiens, moi, j'aimerais bien que vous veniez pendant 1 heure pour parler de tout ça aux enfants. Bon, ça, je pourrais en parler, oui. Alors, un programme, ce serait déjà différent parce qu'il faut y réfléchir. Mais oui, je pourrais parler de ça aux enfants, oui. Ça, c'est sûr. Et ne serait-ce qu'eux, qui sont des gros consommateurs d'écran, et de leur donner déjà l'hygiène de l'écran.
Donc déjà, peut-être ne pas trop l'utiliser, mais ça, c'est pas mon rôle, je suis des parents. C'est pas facile, hein. Je connais ce rôle aussi, c'est pas du tout facile. Mais après, effectivement, puisque de toute façon, ils vont s'en servir, il y a un certain nombre de principes. Oui, c'est pour expliquer que c'est le coller, il faut pas être à 2 millimètres du truc, il faut à une certaine distance, qu'on est à une certaine hauteur de l'écran, concis, etc. Oui, ça, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire beaucoup plus, mais ça, c'est en Inde. Ils savent faire plein de trucs très intéressants là-bas. Est-ce que tu as déjà des feedbacks de ton livre, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps? Tu as déjà eu des retours? Non, pas encore, c'est étonnant. Enfin, oui et non. J'ai eu par exemple, j'ai travaillé avec une orthoptiste pour relire certains passages, et donc je lui ai donné le bouquin, ça paraissait la moindre des choses, j'ai donné le bouquin, et elle l'a montré à une de ses patientes qui m'a appelé en disant j'ai fait vos exercices, j'aimerais bien avoir des informations complémentaires. Donc j'ai mis mon mail à la fin du bouquin, et j'attends qu'il y ait mais il faut le temps, parce qu'il est sorti l'année dernière, il y a un peu moins d'un an, il faut le temps que ça vienne. Mais par contre, enfin, les retours que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de profs de yoga, parce que j'ai beaucoup d'amis profs de yoga qui savent un peu mon attitude là-dessus, c'est de me dire, au fond, l'intérêt de cet ouvrage, c'est que c'est pas que du yoga des yeux, quoi. Il donne vraiment le panorama de tout ce qu'on rêve de faire en yoga tout court. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que le yoga, c'est pas que j'inspire, j'expire, flexion avant, salutation au soleil, selon les variantes, c'est tout chaud, tout froid, comment et il donne un peu tous les aspects, c'est-à-dire que depuis la posture, la concentration, il y a des exercices de concentration, de la méditation, finalement le yoga nidra, c'est un retrait des sens, c'est une étape importante avant la méditation, pour que progressivement, pour atteindre cet état entre le sommeil et l'état éveillé, eh ben, on va retirer progressivement l'usage des sens, pour faire en sorte que la personne se recentre, elle n'écoute plus ce qui se passe à l'extérieur, elle ferme les yeux, elle ne voit plus, même à la limite le toucher, progressivement elle va se séparer de tous ses sens, et puis à ce moment-là on va raconter des belles histoires au sens qu'on va un peu solliciter l'inconscient avec des symboles qui vont faire travailler la personne à un niveau assez profond. Donc du coup, voilà, ça donne vraiment une vision très globale, et l'Ayurveda est à la fois considéré par le yoga comme une branche du yoga. On va donner des postures qui travaillent sur le flou, etc. Et inversement, moi j'étais assez surpris quand je vais en Inde, j'étais dans un hôpital ayurvédique, pour de l'Ayurveda. J'étais voir la spécialiste responsable du département ophtalmo, qui m'a dit écoutez, maintenant, je vais vous mettre entre les mains de mon adjointe. Moi, je m'attendais à voir un autre médecin. Elle s'appelait d'ailleurs docteur, machin, je ne sais plus comment. Et c'était la prof de yoga. Et d'abord, on peut avoir un doctorat en yoga là-bas, ce qui n'est pas le cas en France. Et d'autre part, elle me dit aucun de nos patients ne ressort de l'hôpital sans avoir une pratique de yoga et de méditation. Excellent. Donc, voilà. On me pose la question, est-ce que le livre est adapté aux enfants? Pour la lecture du livre, non, parce que ça dépend quel enfant. Alors, est-ce qu'il est adapté? Après, c'est toujours une question de. Moi, je donne des principes pour guider une pratique de yoga. Il y a des professeurs qui sont spécialisés dans le yoga des enfants, qui est un yoga particulier. Donc, ce n'est pas l'objectif de ce livre, parce que le yoga des enfants, pour les enfants, exactement, enseigner aux enfants, il faut pas tenir compte que les enfants sont extrêmement dynamiques, et que moi, je vous expliquais à toi et tout le monde, et à moi aussi d'ailleurs, qu'il faut surtout respirer pour voilà. Mais eux, le problème, c'est qu'ils sont tellement dynamiques qu'ils ne respirent même plus. Donc, une des techniques, c'est par exemple de les faire chanter. Ils vont chanter traditionnellement, le nom des postures en sanskrit pour prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Donc, voilà. Donc, c'est donc des techniques. Il y a des stages d'ailleurs, en général une semaine, pour être formé à comprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas adapté aux enfants dans ce sens-là. Voilà, par ça, tous les principes sont là, c'est les mêmes. Mais bon. Après, il faut savoir prendre les gens là où ils sont. On ne prend pas une personne. Et notre école, c'est justement, le principe, c'est la personne, l'élève ne s'adapte pas au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à l'élève. Une personne qui a mal au dos, on lui donnera une variante où il va moins faire travailler le dos. Par contre, elle a besoin d'être très tonique, on va lui donner une amplification de la posture pour que la personne ne s'ennuie pas.
Et les enfants, c'est particulier aussi. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'on trouve le livre ? Le livre, on peut tout simplement le trouver chez son libraire. On peut le trouver aussi sur le site des éditions Jouvence, qui donc l'ont édité. On fait ce choix, pris ce risque, quelque part, c'est toujours un risque en toute édition. Mais il paraît que ça a l'air de bien marcher, semble-t-il. Parce que je pense que parce que c'est peut-être un sujet qui n'est pas très, très connu. Et donc, les gens sont intéressés dans ce qu'il y a, puis comme il y a beaucoup d'illustrations. Oui, puis tu n'en es pas à ton premier livre non plus. Non. Au 5e, mais dans des domaines tout à fait différents. Ça va de la construction du télescope d'amateur à l'histoire de la construction de financement de la Tour Eiffel, en passant par des ouvrages sur les grands ouvrages d'infrastructure. C'est des domaines dans lesquels j'ai travaillé, donc j'essaie de transmettre comme je peux. Ok, super. Et si on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait ? Alors là, normalement, on dit qu'il y a quelque chose écrit là, mais je ne l'ai pas donné. On peut taper un truc assez compliqué, yoga.d.yeux@gmail.com. J'ai aussi un site qui doit être ouvert aujourd'hui d'ailleurs, sur lequel on peut aussi vous contacter sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Michel. Merci pour notre échange. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»